Cela fait maintenant près de 10 ans que je travaille comme répartiteur du service d'urgence 911. J'ai tout entendu, du plus banal au plus terrifiant. Mais un appel datant d'il y a environ 5 ans me hante encore, et je n'arrive pas à me le sortir de la tête, quels que soient de mes efforts. Peut-être que le fait de l'écrire ici m'aidera. C'était un mardi soir, tranquille, juste après minuit. Ce sont généralement les pires. Je pense que le calme s'empare des gens ou quelque chose comme ça. Je venais de terminer un appel avec un homme ivre qui s'était enfermé à l'extérieur de sa maison et je sirotais mon café froid en pensant au fait que je serais à la maison dans quelques heures. C'est alors que le téléphone a sonné. J'ai répondu comme d'habitude, en disant « 911, quelle est votre urgence? » et en m'attendant à entendre les bruits habituels. Mais cet appel était différent. Il n'y avait pas de bruit de fond, pas de chaos, pas de panique, juste un silence. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un coup de sonnette, puis j'ai entendu des pleurs faibles et étouffés. J'ai tendu l'oreille, mon rythme cardiaque s'est accéléré. Il y a quelque chose dans ces appels silencieux qui vous prend aux tripes. Je pouvais dire qu'il s'agissait d'une femme. Ses sanglots étaient doux, comme si elle essayait de ne pas être entendue. Je me souviens avoir dit quelque chose comme « Madame, si vous m'entendez, tapez 2 fois sur le téléphone. » Et à ma grande surprise, elle l'a fait. C'est alors que mon adrénaline est montée en flèche. J'ai essayé de la faire parler, de me dire ce qui se passait, mais tout ce que j'ai obtenu, ce sont de doux sanglots. Il était clair qu'elle était terrifiée. J'ai rapidement localisé sa position et j'ai vu qu'elle se trouvait dans un quartier résidentiel non loin de chez moi. J'ai alerté la voiture de patrouille la plus proche et j'ai continué à lui parler, dans l'espoir d'obtenir plus d'informations. Mais elle n'a pas dit un mot. Elle se contentait de pleurer doucement. C'est alors que j'ai entendu un léger craquement, comme si quelqu'un marchait sur une lame de parquet. Sa respiration s'est arrêtée et j'ai su immédiatement qu'elle n'était pas seule. Je me souviens de mon cœur qui battait la chamade, de mes mains qui tremblaient légèrement alors que j'essayais de rester calme pour elle. Je lui ai dit que les secours arrivaient et qu'il fallait tenir bon. Je devais juste la garder en ligne jusqu'à l'arrivée des flics. J'ai entendu un autre craquement, plus proche cette fois, suivi d'un sanglot étouffé. Mon imagination s'est emballée, imaginant un homme dérangé s'approchant d'elle, un couteau scintillant dans sa main. J'ai eu l'impression que cela durait une éternité, mais il ne s'est probablement écoulé que quelques minutes avant que je n'entende le faible bruit des sirènes au loin. J'ai essayé de la rassurer, en lui disant que les secours étaient presque là, qu'elle s'en sortirait. Et puis, la ligne s'est coupée. Je me souviens d'avoir fixé le téléphone, mon cœur battant la chamade, mon esprit s'emballant avec toutes les possibilités qui s'offraient à moi. J'ai rappelé le numéro, mais je suis tombé directement sur la boîte vocale. J'ai réessayé, encore et encore, avec le même résultat. J'ai attendu avec anxiété que les officiers me donnent des nouvelles. Lorsqu'ils ont finalement appelé, ils m'ont dit qu'ils avaient retrouvé la maison, la porte grande ouverte. Ils sont entrés, armes au poing, mais la maison était vide. Aucun signe de la femme, aucun signe de lutte. Juste une maison vide, étrangement silencieuse. Ils ont fouillé le quartier, interrogé les voisins, mais personne n'a rien vu ni entendu d'anormal. C'était comme si elle s'était volatilisée. J'étais ébranlé. Je veux dire que j'ai déjà eu affaire à des choses folles dans le cadre de mon travail. Mais là, c'était différent. C'était personnel, comme si je l'avais laissé tomber. J'ai passé les jours suivants à essayer de comprendre ce qui s'était passé, qui elle était. Mais il n'y avait rien. Pas d'avis de disparition, pas d'article de presse, rien. C'était comme si elle n'avait jamais existé. Je pense encore à cet appel, à ce qui aurait pu lui arriver. Parfois, je me demande si je le découvrirai un jour, mais au fond de moi, je sais que ce ne sera probablement pas le cas. C'est juste une de ces choses qui resteront avec moi pour toujours, un fantôme d'une garde de nuit que je ne peux pas oublier.
Et voici ce qui me perturbe vraiment. De temps en temps, tard dans la nuit, quand tout est calme, mon téléphone sonne. C'est un numéro inconnu, et quand je réponds, il n'y a rien d'autre que le silence à l'autre bout du fil. Pas de pleurs, pas de grincement, juste le silence. Je ne sais pas si c'est elle, si elle essaie de me joindre, ou si c'est juste mon esprit qui me joue des tours. Mais je reste toujours en ligne, juste au cas où. Cela fait quelques années que cela s'est passé, mais j'ai encore des frissons en y pensant. J'ai travaillé comme ambulancier, et laissez-moi vous dire que ce travail vous montre des choses que vous ne pouvez pas ne pas voir. Mais rien ne m'avait préparé à ce que j'ai vu ce soir-là. C'était un samedi soir typique, très chargé. Nous venions de déposer un patient aux urgences et nous étions en train de manger un morceau quand l'appel est arrivé. Il s'agissait d'un code 3 avec gyrophare et sirène. Le dispatcheur a parlé d'un possible cambriolage avec de multiples blessés. Lorsque nous nous sommes arrêtés à l'adresse, c'était le chaos. Les flics étaient déjà là, armes au poing, hurlant des ordres. Je pouvais voir une femme sur le porche, le visage ensanglanté, qui criait comme une hystérique. Nous avons pris notre équipement et nous nous sommes précipités, en essayant de comprendre ce qu'elle disait. Tout était confus, mais un mot ressortait. Sous-sol. J'ai suivi les officiers à l'intérieur, mon partenaire tout près. L'endroit était une épave. Les meubles étaient renversés, les vitres brisées, les murs maculés de sang. On aurait dit une zone de guerre. Les agents nous ont conduits jusqu'à une porte située à l'arrière de la maison. Elle était légèrement entr'ouverte et un escalier étroit descendait dans l'obscurité. Je sentais mon cœur s'emballer pendant que nous descendions. J'ai déjà vécu des situations effrayantes, mais celle-ci était différente. Il y avait quelque chose d'étrange dans cet endroit, quelque chose qui me donnait la chair de poule. Lorsque nous avons atteint le fond, la première chose qui m'a frappé a été l'odeur. C'était une odeur épaisse et nauséabonde qui s'accrochait aux poumons. Je devais lutter contre l'envie de vomir au fur et à mesure que nous nous enfoncions dans le sous-sol. Et puis, nous les avons vus. Il y avait 3 personnes, 2 femmes et un homme, enchaînés au mur. Ils étaient couverts de bleu, de coupures. Leurs vêtements étaient déchirés et ensanglantés. Leurs yeux étaient écarquillés par la peur. Ils regardaient autour d'eux comme s'ils n'arrivaient pas à croire ce qui se passait. Nous nous sommes précipités vers eux, vérifiant leurs signes vitaux, essayant de les rassurer et de leur dire qu'ils étaient en sécurité. Mais ils continuaient à marmonner, leur voix dépassant à peine un murmure. Je me suis penché pour entendre ce qu'ils disaient et mon sang s'est glacé. Il est toujours là. J'ai regardé autour de moi, le cœur battant dans ma poitrine. Le sous-sol était faiblement éclairé, des ombres dominent sur les murs. Je ne voyais personne d'autre, mais cela ne voulait pas dire qu'ils n'étaient pas là. Nous avons commencé à les détacher, en essayant de les faire sortir le plus vite possible. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à faire fonctionner les serrures. Pendant tout ce temps, je jetais des coups d'œil par-dessus mon épaule, m'attendant à ce que quelqu'un se jette sur nous. Nous avons libéré la première femme et mon partenaire a commencé à la conduire à l'étage. Je suis passé à la suivante, une jeune femme aux yeux écarquillés par la terreur. Elle n'arrêtait pas de murmurer. « Il revient, il revient. » J'essayais de la calmer, de la libérer quand j'ai entendu un léger craquement derrière moi. Je me suis figé, mon cœur s'est arrêté dans ma poitrine. Je me suis retourné lentement, le faisceau de ma lampe de poche traversant l'obscurité. Et c'est là que je l'ai vu. Il se tenait dans l'ombre, juste hors de portée de la lumière. Je ne pouvais pas distinguer son visage, mais je pouvais voir l'éclat de quelque chose dans sa main, un couteau. Mon sang s'est refroidi, chaque instinct me criant de fuir. Mais je ne pouvais pas la laisser. J'ai tâtonné avec la serrure, les mains trempées de sueur. Je l'entendais se rapprocher. Ses pas étaient lents, délibérés. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. Ma respiration était courte et irrégulière. Finalement,
La serrure s'est ouverte et je l'ai tirée à ses pieds, la traînant pratiquement vers les escaliers. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas osé. Je l'entendais derrière nous, ses pas s'accélérant, réduisant la distance. Nous avons atteint les escaliers et je l'ai poussé vers le haut, criant pour mon partenaire. Il était en haut, tendant la main pour l'attraper et la mettre à l'abri. J'étais juste derrière elle, le cœur battant à tout rompre. Au moment où j'atteignais le sommet, j'ai senti quelque chose de pointu me frôler le dos. J'ai trébuché, j'ai failli tomber, mais ma partenaire m'a saisi et m'a tiré vers le haut. Nous avons claqué la porte, la verrouillant juste au moment où quelque chose de lourd s'est écrasé contre elle de l'autre côté. Je l'entendais crier, un rugissement guttural et rageur qui me glaçait le sang. Nous ne sommes pas restés pour écouter. Nous avons attrapé la femme et les autres et nous les avons emmenés à l'extérieur vers les ambulances qui attendaient. Les flics sont retournés à l'intérieur, armes au poing, mais lorsqu'ils sont arrivés au sous-sol, il avait disparu. Ils ont fouillé la maison, le quartier, mais il n'y avait aucune trace de lui. Nous avons emmené les victimes à l'hôpital. Elles étaient en mauvais état mais vivantes, ce qui était plus que ce à quoi je m'attendais. J'ai passé des heures aux urgences, à aider les médecins, à essayer de chasser l'image de cet homme de ma tête. Je n'ai jamais su ce qu'il était devenu, s'il l'avait attrapé. J'ai essayé de suivre l'affaire, mais la police n'a pas voulu me dire grand-chose. Ils ont dit que l'enquête était en cours, mais je pouvais voir qu'ils n'avaient pas beaucoup d'espoir. Je fais encore des cauchemars de cette nuit-là, de ces yeux dans l'obscurité, de ce couteau qui scintille dans la faible lumière. Je me demande toujours ce qui se serait passé si je ne m'étais pas retourné au moment où je l'ai fait. Si j'avais été un peu plus lent. Je ne travaille plus comme ambulancier. Après cette nuit-là, je n'y arrivais plus. La peur, le stress, c'était trop. Je pense encore à ces gens dans le sous-sol, à l'enfer qu'ils ont dû vivre. J'espère qu'ils vont bien, où qu'ils soient. J'étais inspecteur dans un quartier difficile de la ville. J'ai vu mon lot d'affaires louches, mais il y en a une qui me tient encore éveillé la nuit. Ce n'était pas la plus horrible ni la plus médiatisée, mais c'était certainement la plus dérangeante. Tout a commencé par un appel au 911. La voix d'une femme, affolée et à peine cohérente, parlait de quelqu'un qui s'était introduit dans sa maison. Il était environ 3 heures du matin et j'étais l'inspecteur le plus proche de l'appel. Alors je me suis précipité avec mon partenaire. Lorsque nous sommes arrivés, la porte d'entrée était grande ouverte et se balançait au gré de la brise. La maison était sombre, le genre de noirceur qui donne une impression de lourdeur, presque d'étouffement. Nous avons appelé, nous nous sommes annoncés, mais il n'y a pas eu de réponse. Je pouvais sentir cette tension étrange dans l'air, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Nous sommes entrés lentement, les lampes de poche perçant l'obscurité. Le salon était en désordre, meubles renversés, cadres cassés, comme si quelqu'un s'était déchaîné. Mon partenaire a vérifié le rez-de-chaussée, tandis que je me dirigeais vers l'étage, chaque pas grinçant bruyamment dans le silence. En haut de l'escalier, je l'ai trouvée. Elle était recroquevillée dans le coin d'une chambre, tremblant comme une feuille. Son visage était baigné de larmes, ses yeux écarquillés de terreur. J'ai essayé de la calmer, de lui faire dire ce qui s'était passé, mais elle répétait « Il est toujours là, il est toujours là ». Je lui ai dit de ne pas bouger, que nous le retrouverions. Je ne savais pas qui était ce, mais il était clair qu'il avait fait un certain nombre de dégâts dans cet endroit. Je suis redescendu et j'ai retrouvé mon partenaire. Nous avons vérifié chaque pièce, chaque placard, mais il n'y avait aucun signe de quelqu'un d'autre. C'est alors que nous avons entendu un léger bruit sourd provenant du sous-sol. Nous avons échangé un regard, pensant tous les deux la même chose. Nous nous sommes dirigés vers la porte du sous-sol, qui était entr'ouverte. Les escaliers ont grincé sous notre poids, tandis que nous descendions dans l'obscurité.
La cave n'était pas aménagée, juste un sol en béton et des murs nus. Mais dans le coin le plus éloigné, il y avait une petite porte, comme un placard. Le bruit sourd était plus fort maintenant, rythmé, presque comme un battement de cœur. Nous avons avancé prudemment, les armes dégainées, mon partenaire tendant la main pour ouvrir la porte. Elle s'est ouverte lentement, révélant un petit espace exigu. Et là, dans l'obscurité, nous l'avons vu. C'était un grand type, d'âge moyen, vêtu d'un manteau sale, qui semblait ne pas avoir été lavé depuis des années. Son visage était déformé par un rictus bizarre, ses yeux étaient écarquillés et ne clignotaient pas. Mais ce qui m'a vraiment frappé, ce sont ses mains. Elles étaient couvertes de sang, frais et luisant dans la faible lumière. Mon partenaire et moi avons crié pour qu'il montre ses mains, qu'il se mette à terre, mais il est resté planté là, son sourire ne quittant jamais son visage. On aurait dit qu'il ne nous avait même pas entendus. Mon partenaire s'est approché, essayant de lui passer les menottes, mais le type s'est élancé, avec un élan sauvage et animal qui a touché mon partenaire sur le côté de la tête. Après cela, c'était le chaos. Je me souviens d'avoir crié, d'avoir essayé de maîtriser le type. Il était fort, incroyablement fort. Il nous a fallu tous les deux pour le mettre à terre, et même là, il se débattait comme un homme possédé. Nous l'avons finalement menotté, mais il n'arrêtait pas de rire, de ce ricanement rauque et grave qui me donnait des frissons. Nous l'avons traîné dans les escaliers, en appelant des renforts. Pendant tout ce temps, il a gardé ce sourire effrayant, ses yeux se baladant comme s'il cherchait quelque chose. Lorsque les policiers sont arrivés, nous lui avons passé le relais, en essayant de reprendre notre souffle. Je suis retourné à l'intérieur pour voir comment allait la femme, mais quand je suis arrivé dans la chambre, elle avait disparu. J'ai cherché dans la maison, en appelant, mais il n'y avait aucun signe d'elle. C'était comme si elle s'était volatilisée. Je suis retourné dehors, demandant aux voisins s'ils l'avaient vue, mais personne ne l'avait vue. J'ai vérifié auprès des officiers, mais ils ne l'avaient pas vue non plus. C'était comme si elle n'avait jamais existé. Nous avons essayé de comprendre ce qui s'était passé, de savoir qui elle était, mais il n'y avait aucune trace, aucun avis de disparition. La maison était censée être abandonnée, le dernier propriétaire étant mort il y a des années. Nous n'avons jamais su qui était cette femme, ni pourquoi elle était là. Le type que nous avons arrêté ne voulait pas parler. Il se contentait de rire d'un air effrayant. Il a été envoyé dans un hôpital psychiatrique, jugé inapte à être jugé. Mais voici ce qui me touche encore. Quelques semaines après l'incident, j'ai parcouru les anciens dossiers, essayant de trouver quelque chose qui pourrait expliquer ce qui s'est passé. Et c'est là que je l'ai trouvé. Un vieux rapport, enfoui dans les archives, sur un meurtre qui a eu lieu dans cette même maison il y a presque 20 ans. Une femme, sauvagement tuée par son mari dans le sous-sol. Le même sous-sol où nous avons trouvé ce type. Je ne sais pas quoi en penser. Peut-être que c'est juste une coïncidence, ou peut-être qu'il y a quelque chose de plus. Mais je n'arrive pas à me débarrasser du sentiment que quoi qu'il se soit passé dans cette maison, ce n'était pas fini. Et parfois, tard dans la nuit, j'entends encore ce rire qui résonne au fond de mon esprit.